Bonjour, bienvenue en Normandie. Honfleur est située sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine, au nord du pays d'Auge. Elle se trouve géologiquement à la limite des formations calcaires du Jurassique, à l'ouest, et du Crétacé, au nord et à l'est. Son agglomération est à 15 km au nord-est de Trouville-sur-Mer, à 16 km au nord de Pont-l'Évêque, à 24 km à l'ouest de Pont-Audemer et à 25 km au sud-est du Havre par le pont de Normandie. Attention, je vous préviens, il y a partout des vieux pavés bombés. Je suis désolée, on n'a pas fait la révolution en 68, on a gardé nos vieux pavements, ça fait partie du charme, mais c'est un peu difficile pour marcher. Alors, il vaut mieux éviter les talons aiguilles. Je pense que vous êtes toutes bien équipées. Deuxième remarque, vous êtes dans la seule ville de Normandie qui n'a subi aucun bombardement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce que vous allez découvrir est d'origine restaurée. Alors le problème avec la Manche, c'est que dans l'air va circuler beaucoup de sel. Et depuis le Moyen-Âge, le sel a tendance à manger les façades des maisons. C'est une des raisons pour lesquelles nous protégeons toujours, depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, les devants des maisons avec des l'ardoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous, on a une maison à pans de bois à colombage. Traditionnelle, la maison pas chère normande. Et quand on a un budget un peu plus élevé, on a envie que la maison soit en bon état pendant 100 ans, donc on protège tout le devant avec des ardoises. Au départ, elles viennent de Caumont-les-Venteux au Vatican, maintenant on les fait venir d'Angers. Et comme ça, on est tranquille pendant 100 ans. C'est génial, hein? Mais il faut savoir qu'en dessous, vous avez la maison à colombage. Et regardez les poutres, les poutures poignées qui sont très anciennes. On vous en a voir d'autres. Alors, autre chose qu'on va regarder, c'est important, vous allez voir au-dessus de la porte d'entrée, chaque colombage est marqué. Ensuite, il y a 10, à droite 13, et chaque colombe a un numéro. Ça veut dire quoi? C'est très utile pour les charpentiers. Quand ils refont le torchis, ça veut dire qu'on va mettre toutes les colombes par terre. Donc vous aurez une maison complètement ouverte, qui va laisser l'air pénétrer, et on va reconstruire morceau par morceau. Donc chaque numéro va permettre aux charpentiers de remettre la façade de la maison. Oh, je fais bien toi, hein? Ah oui. Oh! Au 17e, là nous sommes sur le quai Saint-Étienne qui est le plus ancien. On a construit le quai Sainte-Catherine, où vous avez beaucoup de restaurants. Vous avez entendu parler du bateau qui est à Moreau, qui est un peu du jour à Honfleur? Non. Enfin, moi non. Rien. Il n'y a rien du tout? Non. C'est la reprise du bateau du Magellan. Ah, bon. Un réplique Magellan. Là, il vient d'Amsterdam. Regardez, vous êtes devant ce qu'on appelle la lieutenance. C'était la garnison des lieutenants du gouverneur du canton. Tout du mal à sortir. Donc simplement une garnison militaire avec une terrasse qui permettait de surveiller que personne ne vole les cargaisons dans les bateaux, et surtout que personne n'arrive sans autorisation dans le vieux bassin. Quand vous avez des cargaisons de sel, des cargaisons d'épices, ça vaut beaucoup de sous. Donc il y a intérêt à les surveiller. Alors auparavant, au lieu d'avoir un carrousel, on avait une cour carrée, comme à La Rochelle. Madame Bouteillage, s'il vous plaît. Eh bien oui. Mettez pour traverser les péchons. Ah oui. C'est péchon parce que le pont va se lever. Vous avez vu comme le ciel change tout le temps. Oui. Ce qu'il y a de génial ici, c'est de avoir les 4 saisons la même journée. Ah oui, bah oui. Bon, c'est naturel.
Alors là, vous allez pouvoir voir le pont qui va redescendre. Quand il faut passer, ça dure à peu près une minute. Maintenant, il fait ça à la demande, en fonction des horaires de la barre. Il faut tenir compte des horaires. Ça y est, vous êtes arrivé au petit bijou qui est l'église Sainte-Catherine, la plus grande église en bois de France, église catholique, je rappelle. Alors, vous avez quelque chose de très particulier. Vous avez à votre gauche l'église Sainte-Catherine et à votre droite le clocher. Alors, que s'est-il passé? Les Anglais ont brûlé une petite église en pierre qui ressemblait beaucoup à Saint-Étienne lors de leur dernier passage qui était un peu plus bas, plus près de la rue des Logettes. On ne peut pas vivre dans un pays catholique sans église, sans cloche. Donc on a construit à la hâte, comme un bateau, on a demandé aux charpentiers de marine de construire la première église de Langeau, qui est l'église Nord, en 1470. En prenant le plan habituel, le porche avec le toit, la nef et le chœur. À l'intérieur, vous allez voir, tout est en chêne. À l'extérieur, on se protège avec du bois de châtaignier. Ils ont oublié un petit détail. Ils font beaucoup d'enfants. Faisant beaucoup d'enfants, ils ont été obligés de faire une église jumelle. 15 ans après, ils ont reconstruit l'église sud. Donc on se retrouve avec une église jumelle. C'est en bois, impossible de mettre les cloches dessus. Raison pour laquelle, en troisième phase, on a construit le clocher de Sainte-Catherine. Et bon appétit! Faire un petit tour sur le front de mer jusqu'à Sainte-Adresse pour parler du Havre et de Sainte-Adresse en tant que station balnéaire. Vous voyez qu'avec le soleil qui fait au Havre, bien normal d'avoir des stations balnéaires. Et puis ensuite, nous irons ensemble, et c'est ce qui occupera la majeure partie de notre visite, nous irons ensemble visiter le centre-ville du Havre qui a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale par Auguste Perret, et qui a valu au Havre depuis 2005 d'être labellisé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je vous ferai faire un tour de la ville et nous arrêterons pour visiter l'église Saint-Joseph, qui est sans doute le chef-d'œuvre de cette reconstruction. Voilà. Auguste Perret a beaucoup joué sur les différences de hauteur dans sa reconstruction du Havre. C'est pour lui très important de pouvoir moduler les hauteurs afin de ne pas avoir une ville trop monotone. Alors Auguste Perret et son équipe de 14 architectes qui composent donc cet atelier Perret se mettent à décider de la façon dont on va reconstruire ce centre-ville. Donc déjà, ils recréent les axes de circulation qui ne sont plus visibles puisque tout est détruit, il y a des gravats partout. Donc ils redessinent les rues en essayant d'être le plus possible sur les rues d'avant bombardement afin que les Havrais puissent reprendre leurs repères, mais ils écartent, ils donnent de l'espace par rapport à ce qui était avant-guerre. Nous allons maintenant nous diriger vers l'église Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph est un édifice emblématique du centre-ville reconstruit du Havre. C'est le premier monument que l'on voit en arrivant par la mer. L'ancienne église néo-gothique a été complètement détruite en 1944. Auguste Perret dessine avec Raymond Audigier les plans de la nouvelle église. Auguste Perret, qui était athée, voulait que l'église soit aussi un monument à la mémoire des victimes de la guerre,
tandis que Raymond Audigier, très croyant, souhaitait en faire un cierge de remerciement à Dieu pour le retour de la paix. La nouvelle église Saint-Joseph fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 11 octobre 1965, soit fait rarissime 10 ans seulement après sa construction. En 1997, l'église est parée d'un habillage lumineux. Les architectes sont Villagno, Raymond Audigier, d'anciens élèves de l'atelier Perret. Et le chantier s'achève en 1961. Ce musée est donc inauguré le 24 juin 1961 par André Malraux, qui, je vous le rappelle, était le Premier ministre chargé des affaires culturelles en France. La caractéristique de ce musée, c'est la large utilisation du verre. Vous êtes ici dans une véritable cage de verre, c'est-à-dire que toutes les façades sont en verre, ainsi que le toit qui est un toit de verre. Ça vient complètement rompre avec l'opaque musée-temple du 19e siècle, complètement fermé vers l'extérieur, dans lequel il n'y avait quasiment pas de fenêtres. On montait directement au premier étage pour découvrir un artiste qui a bouleversé le 19e siècle. C'est Gustave Courbet. C'est ce qu'on appelle le chef de file du réalisme en peinture. On va comprendre avec cette œuvre et en se souvenant d'autres ce qu'est le réalisme et l'apport de Gustave Courbet dans la peinture. Fin de la première partie.